Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mes invités du jour aiment la vitesse. Alors que la saison 2015 de Formule 1 débute ce week-end en Australie, soyez sûrs que ces deux journalistes seront les premiers à dégainer les retransmissions, les premiers à assurer les qualifs, les premiers à présenter la grille de départ et les premiers à traquer les scoops dans le paddock. Vraiment, lorsqu'on parle de chasse à l'info, ces deux-là peuvent envisager de rivaliser avec Mercedes cette saison. Bonjour Laurie Delestal. Bonjour. Bonjour Thomas Sénécal. Bonjour Merci Nicolas. de nous rendre visite. Je l'ai dit, ce week-end, la saison de F1 démarre à Melbourne, en Australie, après 3 longs mois de trêve hivernale. J'ai une première question. Vous avez des fourmis dans les jambes ? Ah oui, on est particulièrement impatients, surtout ces dernières semaines. On est impatients de reparler de Formule 1, que la saison reprenne. Ah ouais, C'est 3 long, mois, cette c'est trêve, long. Thomas ? 3 mois, c'est très long Ouais. parce qu'en même temps, on est parti, on a fini la saison sur la lancée d'un prix prestigieux qu'on a obtenu et qui nous C'est a vrai, dont on va galvanisé. parler, d'ailleurs. Voilà, et donc ça a passé très vite finalement, mais c'est quand même long puisque là, on est tous évidemment très impatients de reprendre l'avion, de partir en Australie et de montrer le meilleur de la F1 à nos abonnés. C'est un peu la rentrée des classes quand vous démarrez une saison ou pas ? Il y a toujours l'angoisse du truc, est-ce qu'on va bien faire, mal faire ? Ouais. On est excité, impatient, j'imagine. Un Ouais, peu puis de on tout est ça. encore jeune dans le métier, on est encore de jeunes élèves puisqu'on est que on en est à la 3e année de couverture du retour de la F1 sur Canal, ça date de début 2013. Donc on a encore plein de choses à apprendre, on a encore plein de choses à découvrir, on veut encore aller plus loin dans ce qu'on propose à nos abonnés. Donc oui, il y a une appréhension, il y a une petite tension positive. Et une attente forte. Alors, je l'ai dit, d'autant plus forte, c'est votre 3e saison de F1 avec Canal+. Et dès la fin de votre 2e saison en dernier, vous avez décroché le prix du meilleur diffuseur international. Il y a combien, Thomas, de diffuseurs ? 80, 85 c'est dans ça. le monde. Donc, c'est plutôt bien. Après Sky Sport, qui avait eu 2 sacres consécutifs, c'est une grande fierté de recevoir ce prix. Thomas, je crois que c'est Lewis Hamilton qui vous l'a remis. Ouais, c'était à Doha. Classe, sympa. Ouais, sympa. C'était lors sympa. de la cérémonie annuelle de la Fédération internationale de l'automobile et de la FOM. Donc, pour résumer, c'est Jean Todt et Bernie Ecclestone qui ont décerné ce prix à Canal. Ouais, c'est une super grande fierté, c'est vrai. On avait mis quand même les moyens, on a montré des choses également. Donc, on a un peu aussi l'espoir de le mériter, ce prix. C'est vrai qu'on avait mis le paquet aussi sur les consultants, ça tout le monde peut le voir, Alain Prost, Jacques Villeneuve, Jean Alesi, Franck Montagny qui travaillent avec nous. Donc c'est tout ça qui a été récompensé et aussi l'innovation, il y en a eu l'année dernière, il y en a eu l'année d'avant et il y en aura encore cette année. Alors, est-ce que ça va être difficile de faire mieux cette année ? C'est ça, c'est fierté Laurie. et Bah oui, pression. pression de fou, c'est ce que j'allais Pression dire. Pression, comment faire mieux cette année ? Parce qu'on défend notre titre, Ouais. Comme Lewis Hamilton cette année. Et on sait, Ah oui, c'est vous partez toujours, vraiment avec c'est cet toujours état-là. plus difficile, évidemment, parce qu'on est ambitieux. C'est toujours plus difficile, on le sait, de conserver un titre que de le conquérir. Donc oui, pression. Et on a essayé pendant les 3 mois de trêve de mettre des choses en place pour bien repartir à la conquête de ce titre. De ce titre. Alors on va en parler. Le dispositif classique, je pense, ne bouge pas. Quelles sont les principales nouveautés, Thomas, Alors, cette il y a saison ? une nouveauté Oui, importante. qui a démarré cette semaine, qui est l'appli, la Canal F1 App. C'est-à-dire que la F1 rejoint le club des sports qui ont leur appli sur Qui est à peu près Canal. basée sur le même modèle que celle du Canal Football Club. À peu Oui, il y a près. des points communs, Vous il y a pouvez des suivre différences pendant un aussi. match les statistiques. Exactement. Et- Le principe, c'est pour l'abonné de regarder la télé, d'écouter nos commentaires, de nous regarder, et en même temps d'avoir un écran de complément, mais qui va enrichir considérablement son approche et les connaissances qu'il pourra avoir sur le Grand Prix en cours. Avec notamment du live, hein. Il pourra avoir des caméras embarquées, une Donc on peut vision. choisir ses caméras. Exactement. Je regarde mon application, je veux suivre uniquement Nico Rosberg. Je peux suivre sa course. Et être dans la voiture. Et Ouais, être non, avec c'est un lui. peu moins facile Un que peu ça. moins Il y facile. a un flux de caméras embarquées, ça Ouais. peut être à Rosberg à certains moments, mais enfin on peut suivre en caméra embarquée toujours au moins un pilote. Il y a une caméra sur les stands, il y a le tracking system. Enfin, on devient aussi bien équipé, aussi bien installé que le sont Jacques Villeneuve et Julien Febvre dans leur cabine de commentaires. Donc ça nous oblige, d'une part, c'est un super service qu'on propose à nos abonnés, et d'autre part, ça va nous obliger, nous, côté production, à être encore meilleurs, à être infaillibles, parce que parfois l'abonné, s'il se concentre, s'il focus sur un pilote, il pourra avoir momentanément plus d'infos que nous, finalement. Et alors ça, c'est les infos pendant la course. Laurie, comment vous allez faire cette saison pour tenter de montrer encore plus des coulisses de la F1 ? Vous, on a déjà l'impression de vous voir partout dans les stands. Dès qu'il y a une caméra braquée à un stand, on voit Laurie C'est de pas une l'Hostal impression, quelque hein, part. ouais. Vous avez l'impression que vous êtes une souris qui vous glissez partout. Comment faire pour toujours essayer de faire plus, de décrocher les infos supplémentaires ? Mais déjà, le fait que ce soit notre 3e saison, évidemment, on connaît
connaît encore mieux les gens et on va encore plus facilement du coup ouvrir les portes et passer. Voilà. Oui, c'est toujours notre but. C'était le but la première saison, c'est encore plus le but aujourd'hui, c'est d'être en immersion, d'emmener le téléspectateur dans les coulisses. Et c'est marrant parce qu'on a fait 2 saisons complètes, mais il y a encore plein de choses qu'on n'a pas montrées, qu'on a envie d'aller voir et ça va être très excitant d'aller fouiner de partout encore. Alors, comment on fait justement quand on est journaliste français comme vous, qu'on va dans les stands, pour draguer, j'utilise des guillemets évidemment, les pilotes pour tenter d'avoir, sachant qu'on n'a qu'un seul Français cette saison, qui est Romain Grosjean, tous les pilotes étrangers, comment on fait pour essayer de nouer un lien? Parce qu'évidemment, ils sont liés souvent avec le diffuseur de leur pays, j'imagine. Non, pas complètement. Finalement, ils ont des obligations médiatiques qui font qu'on leur parle tous les jours, oui. Déjà. Donc, ça crée évidemment un lien. Et puis, oui, il y a un lien de confiance aussi. Maintenant, ça marche comme ça. Ils nous parlent évidemment plus facilement parce qu'ils nous connaissent et qu'ils savent que ça va pas mal se passer. Parfois, si, on peut leur poser des questions qui fâchent, et évidemment. Mais on est dans leur écosystème aujourd'hui. Ouais. C'est ça qu'il faut souligner. Et c'est aussi un travail hors caméra, hors antenne. C'est vrai que le paddock, c'est un petit monde. C'est 1000 personnes comme ça qui se déplacent sur tous les continents pendant un an. Et donc, à force, voilà, c'est comme une entreprise finalement. On retrouve les mêmes collègues. Parlons du sportif un tout petit peu. Y a-t-il un risque encore cette saison de voir les Mercedes truster toutes les victoires, 16 victoires sur 19 courses l'an dernier, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a encore ce risque de voir Mercedes? Et en deuxième question, est-ce que ça risque pas de lasser un peu le téléspectateur? C'est un risque et une chance, dans le sens où on a eu l'année dernière un des plus beaux duels de l'histoire de la F1, avec 2 pilotes en plus de super profils très différents. Vraiment, ils ne se ressemblent pas du tout, Rosberg et Hamilton, tout en étant équipiers. Ils ont une histoire d'amitié qui évidemment s'est trouvée altérée par leur rivalité énorme en 2014. Donc il y a cette histoire-là. Alors oui, le risque, la réponse est oui, dans le sens où Mercedes a une avance technologique énorme, et ils vont la garder cette saison, d'après qui ne va pas se gommer, qui ne va pas disparaître en l'espace de 3 mois, parce qu'on l'a dit en télé c'est court, 3 mois, mais dans les coulisses des écuries c'est pareil. Donc on ne va pas avoir une hiérarchie complètement bouleversée. En rappelant qu'il n'y a pas de changement drastique de règlement comme l'an dernier, ça s'est stabilisé. On espère tous évidemment voir Vettel briller, parce que ce serait une belle histoire, voir chez Ferrari, voir Romain Grosjean remonter la pente, ça c'est vrai. Mais on va aussi, et on le sait, travailler beaucoup autour de Rosberg-Hamilton en deux, et ça c'est sûr. En même temps, quand on se souvient des grandes années de la F1, il y a toujours un âge d'or, mais il y a 25 ans, Prost-Senna, c'était pour beaucoup de gens aujourd'hui l'âge d'or de la F1. Il dominait à l'époque plus que ne le faisait Mercedes l'an dernier. Quand on regarde des courses de ces années-là, il finissait parfois avec un tour d'avance sur le 3e. Et on s'en souvient, tout le monde nous dit « Ah, moi la F1, Prost-Senna… » Parce qu'il y avait des batailles épiques. Exactement. Et les années Schumacher qui sont dans la même idée pour des gens un peu plus jeunes. Beaucoup de gens nous disent, on l'entend très souvent, la F1 pour moi c'était Schumacher. Schumacher a atomisé la concurrence pendant plusieurs années. Il a été champion au mois de juillet en 2002 je crois. Donc ça veut dire que c'était des grandes dominations là aussi. Laurie, on a vu que Fernando Alonso sera absent ce week-end en Australie parce qu'il a eu un accident. C'est préjudiciable pour la F1. Alors, je ne dis pas ça simplement parce que c'est mon chouchou et que je l'adore, mais c'est préjudiciable. C'est quand même un pilote qui fait le spectacle. Il y a l'arrivée du moteur Honda chez McLaren cette année. Il y a un risque de le voir absent pour plus longtemps et de rater plusieurs courses. A priori, non. Il va revenir très vite. Le fait est que la McLaren Honda, dont on attend évidemment beaucoup, parce qu'on parlait de Prost-Senna, c'est une association mythique. On sait qu'ils ne vont pas être prêts pour tout de suite. On sait qu'ils ont du retard. Eric Boulier, le Français, qui est directeur de la compétition, nous le disait. On a 60% de retard, c'est-à-dire qu'ils ont fait 40% du travail, ce qui veut dire que on ne peut pas espérer grand-chose pour Alonso de toute façon en tout début de saison. Donc, il sera de retour pour la saison européenne et c'est là que McLaren Honda va vraiment montrer leur potentiel. Donc, pas un si grand préjudice, même si évidemment on est tous tristes qu'il ne soit pas là parce que tout le monde aime beaucoup Fernando Alonso. Et puis il y a un petit halo de mystère quand même autour de son accident qui n'est pas complètement éclairci alors qu'il est. Et ça aussi, ça fait beaucoup parler. Donc évidemment, on espère le revoir très vite, mais on aimerait aussi savoir précisément ce qui s'est passé ce dimanche-là sur le circuit de Barcelone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ça nous permet de passer aussi un message de soutien à Jules Bianchi qui lutte toujours, le pilote français auquel je pense le paddock va penser encore. Bien sûr, et nous aussi, parce que c'est quelqu'un dont on est très proche. Une autre question pour vous. Les audiences de la Formule 1 ont baissé dans le monde de manière globale. Le spectacle, c'est vrai, pas toujours au rendez-vous. La crise financière a touché beaucoup d'écuries. Bernie Ecclestone, le grand patron de la F1, l'a concédé lui-même. J'avais une question simple en un point, mais la F1
est-elle en danger aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque de voir la F1 imploser? Nous, ce qu'on ressent pour faire donc 19 Grands Prix l'année dernière, 20 cette année, 20 Grands Prix, 20 circuits, 20 pays, 5 continents, on ne ressent pas ça. On ressent une F1 qui est toujours très attractive, des tribunes qui sont très souvent remplies. Alors l'audience a baissé, je crois que c'est de quelques pourcents à l'échelle mondiale. Bon, c'est vrai qu'il y a une concurrence sportive qui est énorme. C'est vrai que dans certains pays, peut-être les pays les plus proches de nous, les pays occidentaux, ça fait partie des sports un peu moins tendance, qui doivent se réinventer. Ça, c'est vrai que la F1 est face à un défi technologique, défi sportif. D'ailleurs, il y a énormément de travail en ce moment pour réinventer une F1 encore plus spectaculaire, encore plus attractive. Mais en danger, franchement, la réponse est non. Il suffit de venir, d'ailleurs Nicolas, vous êtes venu au Grand Prix de Monaco, voilà. Il suffit de venir sur un Grand Prix pour voir que c'est quand même une énorme machine, que les écuries, pour la moitié d'entre elles, évidemment les plus performantes, sont des entreprises qui tournent très bien. Je pense à Red Bull, je pense à Ferrari, je pense à Mercedes. Alors il y a une difficulté et une vraie réflexion autour des écuries de deuxième niveau. Oui, exactement. Mais le top niveau, voilà, les stars sont au volant, on voit du show, les tribunes sont assez souvent remplies, pas toujours, c'est vrai. Et le spectacle est quand même bon. En télé, on produit un super spectacle sur la Formule 1. Ça, il faut le dire et le souligner. Réalisation, caméra, il y a des trouvailles, etc. Donc c'est quand même une compétition moderne, une compétition qui a de l'avenir aussi. Ça, c'est très important de souligner. Alors Jean Todt, qui est le patron de la FIA, avait expliqué évidemment que la baisse d'audience mondiale était due au fait que maintenant, beaucoup de droits télé étaient vendus à des chaînes payantes, comme Canal+ en France, et avait quitté les chaînes publiques, pas que chez nous, dans d'autres pays, et effectivement que ça faisait baisser l'audience. Est-ce que c'est aujourd'hui la qualité, effectivement, que propose Canal qui va l'emporter au détriment de la quantité, c'est-à-dire que la Formule 1 ne sera plus destinée qu'à des chaînes payantes, à votre avis, Laurie? Pas facile. Pas facile de répondre. En même temps, ça coûte cher la Formule 1, on sait bien dire que aussi. seule la Formule 1 n'est pas concernée. On sait bien que c'est le cas sur plein d'autres sports. Pour le foot, c'est déjà quasiment. On sait bien il y a déjà plus de chaînes gratuites qui le diffusent. Voilà, que les droits coûtent très cher et que évidemment, ce sont des chaînes payantes. Mais effectivement, nous, on est dans une logique de qualité. On n'est même pas en plus dans une logique d'audience. Nous, c'est de proposer le meilleur spectacle à nos abonnés. C'est de la qualité, de la quantité aussi, dans le sens où on propose, nous, l'intégralité des Grands Prix. C'est 10 heures de direct par week-end. Donc, ça, c'est quantité, notre... je parlais du nombre de téléspectateurs potentiels, je comprends de ceux bien, qui ne sont pas abonnés à Canal+. Mais ça fait partie aussi de notre qualité de diffusion. Et puis, on a aussi des programmes en clair, notamment Formula One, le dimanche, donc qui est accessible à tout le monde. La grille, très souvent, est en clair lorsqu'on est dans les Grands Prix européens, à partir de 13h. Donc, la F1 reste accessible en grande partie à tout le monde. Dans Formula One, il y a les meilleures images du Grand Prix sur 15-20 minutes. Mais comme le Canal Football Club qui est juste après. Les droits, Canal+ a les droits jusqu'à quand, vous le savez? Non, je ne sais pas. Encore. Vous le savez, vous? Non, aussi chaque année, j'imagine. Mais est-ce que c'est difficile de quantifier? On est là pour un moment. Voilà. J'imagine. Mais on ne communique pas, et d'ailleurs, on ne connaît même pas la teneur exacte des contrats qui nous lient, en tout cas pas moi et Laurie non plus. Oui. Est-ce que c'est difficile à quantifier le nombre d'abonnés que Canal a pu engendrer grâce à la Formule 1 depuis 2 saisons? C'est de l'aventure, c'était en dizaines de milliers. Ouais. Le chiffre exact, je ne le connais pas, mais c'était quand même très positif. Au moment où Canal a eu la F1, il y a eu un message fort. Beaucoup de fans ont suivi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la F1. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers. Merci beaucoup. Merci Laurie. Merci Thomas. Je rappelle que la F1 démarre ce week-end en Australie. Alors, je ne vais pas rappeler tous les horaires parce que vous êtes là tous les essais. Voilà. Il y a la nuit. Ça dure toute la nuit. On prend l'antenne 6 heures avant le départ du premier Grand Prix. C'est vrai. Donc c'est à 2h15 la première séance d'essais libres. Donc sachez juste que le Grand Prix, donc ce sera dimanche, le départ à 7h, la grille avec tous les deux à partir de 6h le départ. À partir de 6h. Ah, le départ 6h du matin. Donc la grille Mais à on 5h. sera ensemble sur Canal+ dès minuit 10. Et jusqu'à 9h du matin, vous pouvez passer toute. Bon, alors je vais y réfléchir. C'est tentant. C'est quand même tentant. Merci en tout cas à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne saison de F1 sur Canal+. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.